Vous êtes à l'écoute de la radio Spoutnik. La cérémonie d'investiture du président Pierre Nkurunziza aura lieu le 26 août, un mois après les présidentielles au Burundi, à Bujumbura. Les élections se sont déroulées dans une ambiance calme, phénomène bien rare dans les pays africains, mais il n'en a pas été ainsi, l'on s'en fout, pendant la campagne électorale et qui faisait plutôt penser au scénario de révolution de couleur visant à remplacer le pouvoir. Les manifestations de protestation à Bujumbura, les actes de violence ont suivi la décision de Pierre Nkurunziza de briguer le troisième mandat présidentiel en violation, complétant l'opposition de la Constitution. Fait révélateur, plusieurs pays occidentaux, notamment la Belgique, la France et les États-Unis, ont soutenu les manifestations de protestation de l'opposition burundaise. La Cour constitutionnelle de Burundi a néanmoins reconnu le droit légal du président de brider le troisième mandat présidentiel. Le politologue et observateur belge Luc Michel, l'interlocuteur permanent de notre observateur Igor Yazon, commente dans une interview accordée par téléphone de Bruxelles la situation au Burundi, l'ingérence de l'Occident dans le processus électoral et enfin les facteurs qui ont assuré le succès de Pierre Nkurunziza au présidentiel. Écoute Igor, tout commence en août 2014 à Washington. Obama convoque les chefs d'État africains à un sommet et il annonce ouvertement que 14 chefs d'État doivent partir. À partir de ce moment-là, les 14 pays sont plongés dans le processus qui a déjà été expérimenté en Europe, en Eurasie, ce qu'on appelle les révolutions de couleur. Bon, le modèle le plus chaotique est l'Ukraine. On tente des révolutions de couleur dans une série de pays. Les plus développés, c'est au Gabon, c'est en République démocratique du Congo et c'est au Burundi. Il faut dire un mot sur le président du Burundi parce que ça explique tout. C'est un homme qui est arrivé au pouvoir à la fin du processus d'Arusha, c'est-à-dire c'est un processus de pacification du pays après une guerre civile et plusieurs génocides entre les populations Hutus et Tutsis, qui sont deux populations rivales instrumentalisées par les Belges pour au temps de la domination coloniale, les Belges ayant hérité de ces colonies allemandes en 1919 après le traité de Versailles. Le président Nkurunziza, ce n'est pas quelqu'un qui est opposé aux Américains et il est considéré jusque l'année passée comme un modèle du dirigeant africain, même par les Occidentaux. Il a reçu notamment 3 prix internationaux très importants, dont un de l'Université de Californie, et il a reçu notamment le prix du modèle du dirigeant africain. Il a reçu 2 fois des prix comme pacificateur de son pays. Ce n'est pas un dictateur, ce n'est pas un homme sanguinaire, mais c'est un homme fort. C'est un homme qui a dirigé pendant la guerre civile une des factions armées. Il a dirigé le parti dirigeant du Burundi et c'est quelqu'un qui a vécu dans sa chair la guerre civile puisque il a perdu plusieurs membres de sa famille qui ont été tués dans le génocide, c'est un Hutu, qui sont tombés dans les combats de la guerre civile. À partir du moment où les Américains décident de commencer une révolution de couleur, il se passe ce qui se passe dans tous les pays, en Eurasie, au Proche-Orient ou en Afrique. Il y a des organismes spécialisés du gouvernement américain qu'on appelle la NED, la NDI et l'USAID. Ce sont des organismes donc gouvernementaux américains qui sont financés sur le budget du gouvernement américain. La NED, elle a été fondée par Reagan dans les années 80 contre l'Union soviétique et la Chine. Et ce sont des gens qu'on appelle les vitrines légales de la CIA qui, depuis 30 ans, financent les changements de régime. On a donc pris en main toute une série d'organisations minoritaires, non représentatives, dont on a décidé qu'elle formait la soi-disant société civile du Burundi. Monsieur Soros, qui est le complice des vitrines légales de la CIA, est arrivé avec son réseau Open Society Foundation et avec sa fondation pour la presse d'Afrique du Sud qui s'appelle Osiwa. Osiwa, évidemment, finance des médias et des radios dans toute l'Afrique, dont le Burundi. À partir de ce moment-là, les Américains, mais aussi les Belges, ancienne puissance coloniale, les Français, puisque le Burundi est un pays francophone, sont
sont intervenus pour empêcher la vie politique au Burundi. On a dit le président doit partir, etc. Au départ, il y a une divergence d'interprétation de la nouvelle constitution. Les accords d'Arusha disent que le président peut faire 2 mandats, mais elle dit 2 mandats électifs. Nkurunziza vient d'être élu au mois de juillet pour son 3e mandat. C'est ce qu'ont contesté une partie de l'opposition et des Occidentaux, mais son premier mandat n'était pas un mandat électif. Il est devenu président par consensus à la fin des accords d'Arusha. Donc lui et une grande partie des partis politiques du Burundi considèrent qu'il avait le droit de courir ici au mois de juillet, de concourir pour ce qui n'est que son second mandat électif. On en vient à la révolution de couleur. Les Américains commencent par une campagne médiatique au Burundi avec des médias payés par M. Soros, avec le fameux International Crisis Group. C'est une ONG spécialisée de Soros qui prétend étudier les conflits, qui publie des rapports sur les conflits et la bonne gouvernance, mais qui sert en fait à quoi? A annoncé des catastrophes servant les intérêts américains. L'ICG annonce que Nkurunziza, en étant candidat, va replonger le pays dans la guerre civile, que les années mauvaises vont revenir. À partir de ce moment-là, il y a la deuxième phase de la révolution de couleur. Si tu vas voir ce qui s'est passé en Ukraine entre novembre 2013 et février 2014, le coup d'État de la junte de Kiev, c'est le même scénario étape par étape qu'au Burundi. Après la campagne médiatique au Burundi et à l'étranger, il y a notamment de grands journaux belges comme La Libre Belgique à Bruxelles qui attaquent le régime du Burundi. La deuxième phase, il y a une série de groupuscules de jeunes qui sont constitués sur le modèle de toutes les révolutions de couleur. Ce sont des hotports burundiens. Ils sont financés, organisés par Soros. Ils sont aidés par le mouvement du ballet citoyen au Burkina Faso. Que tu comprennes le rôle que joue le Burkina. Le Burkina, où il y a eu une révolution de couleur réussie, c'est devenu la plateforme de travail de M. Soros et de la NED pour organiser des groupes dans tout le reste de l'Afrique. Donc ces jeunes mettent en état d'insurrection quelques quartiers de la capitale Bujumbura. Quand je dis quelques quartiers, c'est vraiment un Maïdan burundais. Il y a des manifestations que l'on fait déraper. Il y a évidemment des heurts qu'on provoque avec la police. C'est le schéma des révolutions de couleur. Et on dit, de nouveau, les Occidentaux appuient ce mouvement. Le président imperturbable, lui, pendant ce temps-là, il mène sa campagne électorale dans le pays. Il y a une dizaine d'autres partis politiques qui mènent la campagne électorale et qui soutiennent le processus. Ce sont des élections municipales et législatives qui ont lieu à la fin du mois de juin. Et c'est l'élection présidentielle qui a lieu à la mi-juillet. L'insurrection, le Maïdan burundais ne marchant pas, les Occidentaux passent à la phase suivante, c'est un coup d'État. Il y a un coup d'État qui est mené par une faction minoritaire de l'armée, avec l'ancien chef des services secrets, dont les liens avec l'Africom, le commandement américain pour l'Afrique. Le coup d'État échoue parce que l'armée, c'est devenu une armée nationale où toutes les minorités, toutes les ethnies du pays sont représentées. Il y a donc des Hutus, il y a des Tutsis, et donc l'armée reste calme. Le coup d'État qui est appuyé par toute la presse occidentale, certaines ambassades, certains diplomates, mais surtout des hommes politiques occidentaux, en Belgique notamment, jettent de l'huile sur le feu, en brisant que l'armée tient le pays, etc. Le coup d'État échoue, on continue le processus électoral, les élections se passent dans le calme, elles sont accusées par énormément de pays de ne pas être des élections normales. Rien ne permet de dire le contraire. Les Occidentaux qui critiquent le Burundi oublient la fraude électorale aux présidentielles américaines depuis Kennedy en 1960 jusque Bush en 2000 et 2005. Donc les élections se passent calmement. Un processus de nouvelle vie politique se met en place. Et il faut souligner que le chef de l'opposition parlementaire,
reconnaît les élections, il est lui-même élu député et il choisit de participer à la vie parlementaire et de siéger au Parlement. À partir de ce moment-là, on passe à la phase suivante du Maïdan burundais. On commence à organiser des meurtres de façon à essayer de pousser le pays dans la guerre civile. On commence par tuer le chef des services secrets du président Nkurunziza, le numéro 2 du régime. La même nuit, on tue un des chefs de l'opposition. Les Occidentaux disent c'est le parti présidentiel, mais le parti présidentiel dit nous n'avons rien à voir là-dedans. On est donc dans un pays qui aurait dû avoir une vie politique normale, avec un président qui n'est pas un monstre, qui n'est pas un dictateur, qui a toujours été élu et réélu, qui joue le jeu des élections et qui, jusqu'en août 2014, n'était même pas un dirigeant anti-occidental. Moi, quand il y a eu le sommet à Washington, j'ai dit que Obama allait faire des dirigeants qu'il attaquait, des dirigeants hostiles à l'Occident. C'est ce qui va se passer au Burundi. Au Burundi, il faut dire une dernière chose. Il y a une agence de presse, AG News, c'est une grande agence Burundi. Quand mes articles ont été publiés, notamment l'interview que nous avons fait ensemble il y a quelques semaines, Igor, sur le Burundi déjà, ils ont dit que ça avait été un choc pour la population. L'interview ayant été reprise sur des dizaines de sites d'internet sur les réseaux sociaux, la population s'est rendue compte de la manipulation. Elle a vu qu'elle était instrumentalisée par les Occidentaux, et donc il y a notamment dans le leadership burundien, il y a une compréhension de choses qui est très étroite. Le jeu des Occidentaux maintenant, ça va pousser le Burundi dans la guerre civile. Pourquoi est-ce que les conditions de la guerre civile n'ont pas été réunies? Pourquoi est-ce que le rapport de l'International Crisis Group de M. Soros ment? Pourquoi les grands journaux occidentaux, comme Le Monde Afrique, Libération ou La Libre Belgique mentent? Parce que l'armée du début de la guerre civile et du temps des génocides était une armée qui reposait uniquement sur une des communautés. Donc la guerre civile est partie de là. L'armée était un corps minoritaire dans la société et les autres minorités ont constitué leurs propres armées. C'est ça qui a débouché sur la très longue guerre civile. Aujourd'hui, depuis les accords d'Arusha, le pays est pacifié. Personne n'accuse le président Nkurunziza, qui est un Hutu. Personne ne l'accuse d'être le président des Hutus. Il est le président de tout le Burundi. Il a été reconnu comme tel par la communauté internationale. Je rappelle qu'il a eu plusieurs prix internationaux. Et l'armée, c'est une armée nationale où toutes les communautés sont représentées et où ce sont maintenant des soldats de métier qui sont là pour défendre le pays et pas pour défendre une communauté. C'est pour ça que le coup d'État, à la grande surprise des Occidentaux, n'ont pas marché. Je voudrais dire une dernière chose, Igor, c'est que tous ces gens qui ont voulu importer un processus étranger, la révolution de couleur en Afrique, ne connaissent pas l'Afrique. Ils ne connaissent pas la mentalité africaine, ils ne savent pas comment chaque pays pense. Si tu ne connais pas l'Afrique, Igor, il ne faut pas parler de l'Afrique. Parce que ce n'est pas la mentalité ni européenne, ni est-européenne, et encore moins américaine. La population du Burundi, elle est caractérisée par une chose, elle a connu 3 génocides, elle a connu une très longue guerre civile, et elle ne veut pas retomber. Nkurunziza, il a assuré la stabilité du pays depuis 2004, il a pacifié le pays. La politique occidentale, elle vise à annuler tout ça. Il faut rappeler quelque chose, c'est que le jour du coup d'État, il y a une série de radios privées qui a appuyé le coup d'État. Elles étaient financées par la fondation Osiwa de Soros. Eh bien, tous ces gens se moquent des Africains. Ils se moquent de la démocratie. Ils se moquent du débat sur la Constitution, qui est le prétexte pour le moment des Occidentaux pour déstabiliser des dizaines de pays. Ce qui les intéresse, c'est une Afrique chaotique et instable, avec des hommes politiques fantoches qui obéissent à leurs ordres. Leur but, c'est quoi? C'est recoloniser l'Afrique. Il faut savoir que le Burundi
c'est la région des Grands Lacs. La région des Grands Lacs qui est voisine du golfe de Guinée, ce sont les deux régions prioritaires pour l'administration américaine. Le golfe de Guinée, c'est la zone géostratégique prioritaire de l'AFRICOM. La région des Grands Lacs, c'est la zone diplomatique prioritaire de la Maison-Blanche. Obama y a d'ailleurs un envoyé spécial, un super ambassadeur qui rêve de devenir le proconsul de la région. Donc, Monsieur Luc, les tentatives d'organiser la révolution du couleur au Burundi, Washington a perdu les victoires. Mais c'est un échec dans d'autres pays. Ça a échoué parce que ce n'est pas adapté à la mentalité africaine, et donc une grande partie des Africains est vaccinée contre ces scénarios importés d'Occident. Il y a également le fait que aussi bien les gouvernements russes que chinois jouent un rôle dans tout ça. Ils dénoncent évidemment les révolutions de couleur et ils appuient certains des gouvernements. Le gouvernement et le président du Burundi, ils ont le soutien de la Chine, de la Russie et de l'organisation de coopération de Shanghai. C'est quand même un point important pour empêcher la déstabilisation. Ils ont vu ce qui se passait en Ukraine. Ils ont vu la guerre civile. Ils ont vu l'effondrement du pays. Et tout ça ne donne pas envie, n'est pas un modèle évidemment pour l'Afrique. Il y a beaucoup d'Africains qui le comprennent. Le problème du Burundi, il est assez simple. C'est que maintenant, il va devoir faire face. Il va être attaqué de deux côtés. D'un côté, par les gens qui vont tenter la déstabilisation par les services secrets, et il est attaqué sur le front diplomatique par les gouvernements occidentaux. Au mois de juin, par exemple, le gouvernement belge, qui pratique l'ingérence directe dans les affaires du Burundi, qui oublie qu'il a de lourdes responsabilités dans ce qui a déclenché la guerre civile au Burundi et le génocide au Rwanda. Les deux pays ont le même problème. Les Belges y ont instrumentalisé, au temps de la domination coloniale, une rivalité entre les ethnies Hutus et Tutsis. Eh bien, les Belges ont déjà dit qu'ils allaient supprimer l'aide à la coopération au développement avec le Burundi. C'était le sujet préparé par notre observateur Igor Yazon.